Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Equinox Soir, arrivé un peu plus après 4 heures du matin à l'aéroport de Rotterdam, ce mercredi 29 novembre 2011. Laurent Koudou-Gbagbo est depuis ce temps-là détenu au centre de détention, s'il faut le dire comme ça, de Schwenningen. Nous sommes aux Pays-Bas. Après 2 années de procès, Laurent Koudou-Gbagbo exhorte les juges de la Cour pénale internationale à prononcer son acquittement, arguant que le procureur n'a toujours pas pu prouver les accusations de crimes contre l'humanité qui pèsent sur lui. L'accusation a jusqu'au 10 septembre 2018 pour répondre à la question. Et la question sera tranchée, bien évidemment, le 1er octobre 2018. Pour en parler ce soir, je suis en compagnie de Maître Michel Ndoki, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Oui. Wilfried Kanga. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Analyste politique. Analyste politique, oui. Oui. Et Bombok Bengan Kandje. Bonsoir. Bonsoir. Madame, Monsieur, Equinox Soir, on se retrouve après ça. Voilà le fait du jour, Madame, Monsieur. Laurent Gbagbo, comme Uhuru Kenyatta en 2007, suite aux violences qui ont émaillé la crise post-électorale, la présidentielle 2007 au Kenya, il avait été acquitté après avoir été convoqué à la CPI. Et tout dernièrement, c'est Jean-Claude Bemba qui a été acquitté. D'où la question ce soir, après Uhuru Kenyatta et Jean-Pierre Bemba, est-ce le tour de Laurent Koudou-Gbagbo? Un procès politique? Oui, Bengal. Bonbon Bengal. Oui, absolument. C'est un projet politique qu'on a voulu enrober en cherchant des arguments qui pourraient se justifier sur le plan juridique et judiciaire. C'est un procès purement politique. Et moi, je pense qu'il y a 2 choses fondamentales qui peuvent le justifier aujourd'hui. D'abord, les propos qu'aurait rapporté, en fait, quand j'ai dit aurait, mais j'allais même dire qu'a rapporté Madame Ben Saouda à Fatou Ben Saouda à Monsieur Pascal Bida Kayobele, qui était un candidat malheureux à l'élection en Centrafrique en 2016. Les deux s'étaient rencontrés aux Pays-Bas et Monsieur Kayobele recevait le prix de leadership africain. Ils ont eu des confidences. Et ce monsieur, il a attendu près d'1 an. C'était en 2015, en octobre 2015. Et un jour, je pense que c'était le 12 février 2006, un journal sud-africain, The Sun, publie ces conversations-là où Madame Ben Saouda avait dit il n'y a rien de sérieux contre Laurent Gbagbo. C'est une pression politique venant de la France et je ne peux rien. Et la France m'avait soutenu pour que j'ai cette place à l'AI. Le journal sud-africain a rapporté ces propos qui ont été... La France de Nicolas Sarkozy, il faut le préciser. Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy. Ces propos ont été rapportés auprès d'Adnam. Elle n'a jamais rien dit. Elle est restée bouche bée. Et je pense, Ivoire News, qui paraissait en Côte d'Ivoire, c'était un journal en ligne, a rapporté cela. Et presque tout le mois de mars 2016, en Côte d'Ivoire, tous les journaux ont relayé cela pour dire effectivement qu'il n'y avait rien de sérieux venant de l'autre chose qui s'est passé, la deuxième, là-bas à La Haye même. Après les auditions des témoins, de ces témoins, je parle de la procureure. Ils sont déjà 82, hein. Voilà. On a déjà auditionné 82 personnes. On lui a demandé de faire elle-même la synthèse des auditions. Elle a fait la synthèse en anglais, ce qui semble normal. Elle est anglophone, elle est gambienne. Oui. Mais on lui dit, oui, tout le monde a compris, mais il faut qu'elle-même fasse une autre synthèse en français. Quand on dit elle, je veux dire son équipe. Et j'allais dire, puisqu'elle est le bureau du procureur. Le bureau du procureur. Oui.
Elle l'a fait en 6 mois. 6 mois. Bon, est-ce que ça veut dire que la traduction était vraiment difficile pour le bureau de procureur? J'en doute. Oui. J'en doute. Maintenant, je termine en disant que effectivement, lorsque nous qui connaissons ce qui s'est passé, nous nous sommes posé la question de savoir, mais est-ce que Laurent Gbagbo n'avait vraiment pas coincé la cour? Parce qu'il a dit, quand il venait, lors des enquêtes préliminaires, il a dit, mais dites-moi, qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire? C'est celui qui a perdu les élections, qui pouvait faire la guerre. Moi, j'ai dit que j'ai gagné les élections, donc je n'avais rien qui justifiait que je fasse la guerre. Donc, mais quand vous ne répondez pas à cette question-là, vous allez faire tout faux. Voilà les déclarations de Gbagbo pendant l'enquête préliminaire. On a laissé. Donc, ce qui arrive, c'est un procès politique et on a voulu enrober, comme je l'ai dit, pour lui donner des arguments juridiques et tout ça. Maître Michel Ndoki, vous comprenez l'attitude, la raison pour laquelle Fatou Bensouda, ou bien vous comprenez sa gêne dans ce dossier? Je n'ai ni à la comprendre en tant qu'avocat, en tout cas, je n'ai ni à la comprendre ni à la réprouver. Je pense que Madame Bensouda parle de son expérience et que les personnes qui sont visées et elles-mêmes sont les seules à même de dire où se trouve la vérité. Je crois que par rapport à la question de ce procès, il y a deux choses pour moi qui sont importantes. Premièrement, il y a effectivement eu des troubles post-électoraux et effectivement, il y a de nombreux Ivoiriens qui ont perdu la vie dans les affrontements qui ont suivi. Donc 3000 personnes sont décédées, c'est un fait. Que cela ait été lié à l'élection présidentielle est un autre fait, et qu'il y a forcément quelqu'un qui est responsable de cette situation, que ce ne sont pas ces personnes qui se sont donné la mort. Je crois que ça aussi, c'est un fait qui n'est pas discuté. La question aujourd'hui, ou alors la question qui se pose au juge, je crois, la raison pour laquelle cette organisation existe, c'est est-ce que Monsieur Laurent Gbagbo, dans le cas d'espèce, est-ce que tel autre chef d'État, dans un autre cas, peut être tenu pour responsable de cette tragédie et peut payer à la société, que ce soit la société ivoirienne ou la communauté des humains, pris dans son sens large, payer sa dette vis-à-vis de la société parce que il aura attenté directement ou indirectement à la vie de nombreuses personnes. Je crois que c'est ça la question qui était qui est encore posée au juge. Et je crois que par respect pour les personnes qui ont péri et par respect pour le peuple ivoirien dans son ensemble, il faut répondre à cette question. Maintenant, c'est le travail des juges de répondre à cette question. Si effectivement il y a des politiques qui s'en sont mêlés, c'est dommage, c'est regrettable. Est-ce que ça change les faits tels qu'ils viennent d'être exposés? Je n'en suis pas persuadée. Voilà. Kanga, dites-moi, qu'est-ce qu'il fait encore en prison? Oui, c'est une très belle question et je préférerais répondre a posteriori, après y avoir considéré justement les éléments auxquels nous avons affaire actuellement. Vous avez demandé, est-ce un procès politique ou alors est-ce que ça va dans l'ordre des choses? On peut considérer, le premier élément, c'est que la liberté provisoire, supposée provisoire de Laurent Gbagbo est largement dépassée. Alors factuellement, enfin de droit, de jure juridiquement, il n'a plus fondamentalement de raison d'être encore détenu par la Cour pénale internationale. Le deuxième élément, c'est que justement les fameux 3000 morts qui ont été mentionnés, il est impossible dans un contentieux comme dans le cas de la Côte d'Ivoire de faire ce transfert de culpabilité exclusif où c'est un côté exclusivement qui est coupable pendant que l'autre ne le serait pas, évidemment. Je vous coupe un instant. Le 25 mai 2011, Amnesty International accuse les deux partis d'exaction après la présidentielle. Oui, on va Amnesty International. Oui, on va même dire. Nous sommes en 2011. Oui, on va même dire que de prime abord, il ne faut pas avoir plus de 3 neurones pour comprendre que justement dans un conflit
comme celui-là, la responsabilité est toujours partagée. Et donc, que si un élément devrait comparaître à la CPI, ce sont les deux camps dans un souci d'objectivité. Malheureusement, l'acharnement sur une partie au détriment de l'autre, comme si on était dans un système avec d'une part les anges et les démons, décrédibilise justement le mode opératoire, et c'est ce à quoi on a affaire aujourd'hui. Le troisième élément, comme vous avez dit, il n'y a pas de... En fait, actuellement, il est impossible de déterminer, malgré tout ce qui est dit, avec certitude absolue, la présumée responsabilité justement de Laurent Gbagbo dans cette histoire, sans évidemment déclarer qu'il est innocent, parce que il se pourrait, comme la responsabilité partagée dans un contentieux comme celui-là, il est important quand même, puisqu'on parle de présomption d'innocence, il est important quand même de déclarer coupable celui que les preuves accablent sans le moindre doute a posteriori. Maintenant que ces éléments ne sont pas présents, on peut se demander justement pourquoi est-ce qu'il est encore incarcéré, d'autant plus que vous avez parlé de Jean-Pierre Bemba pour la RDC qui, on va dire comme par enchantement, a été libéré, alors qu'il y avait encore des chefs d'accusation contre lui, notamment subornation de témoins, ce qu'on appelle en quelque sorte le trafic d'influence, monnayer un témoignage, un faux témoignage pour le gré de ses intérêts. Ça couraille encore, mais il annonce justement non seulement sa candidature présidentielle au sein du MLC, le mouvement de libération congolais, mais en outre sa venue au Congo justement dans les jours qui viennent, le 31 juillet, pour justement, voilà, comme il l'a dit, essayer par les urnes d'accéder à la magistrature. Donc au vu de ces éléments, au vu de ce deux poids deux mesures entre les deux acteurs, on peut se dire, est-ce que derrière on est dans la juridiction comme elle devrait être, de manière impartiale, où on juge après le pour et le contre, les coupables et les innocents, ou alors est-ce que justement l'instrument qu'est la Cour pénale internationale est encore une fois mis en œuvre pour justement poursuivre certains objectifs politiques, que ce soit Jean-Pierre Bemba ou Laurent Gbagbo. Dans l'absolu, le mécanisme de la CPI depuis sa création, depuis sa mise en service, on va dire, en juillet 2002, a justement brillé par le fait que les Africains étaient les principaux incriminés, comme si justement à l'échelle internationale les Africains étaient les principaux coupables. Évidemment, il faut sanctionner les coupables, mais il faut justement sanctionner tous les coupables. Si cela n'est pas fait, il y a un déficit de crédibilité. Bombok, deux poids, deux mesures pour le cas de la Côte d'Ivoire? Oui, absolument. Mais ça a pris beaucoup de temps. Oui, ça... C'est décrié depuis, je vous l'ai dit, depuis le 25 mai 2011. Ça prend... Soit un mois, quelques jours après l'arrestation de Laurent Gbagbo. Ça prend Ça prend beaucoup de temps pour rendre la justice, alors que l'arrestation s'est faite avec une célérité, j'allais dire, supersonique. Et même son transfert à la... Voilà, mais c'est pour dire effectivement que c'est un procès politique. Procès politique pour nous qui connaissons à peu près comment fonctionne le système des Nations Unies. Moi, je les accuse. L'Organisation des Nations Unies et tout ce système-là. Je peux commencer à vous prendre, même dans le cas de l'Afrique centrale. Qu'est-ce qui s'est passé avec leur secrétaire général fin des années 50, Daka Machor, ils n'ont jamais donné de circonstances, mais ça ne veut pas dire que les circonstances de mort ne sont pas connues. Mais puisqu'il faut une justice pour vous dire qu'il a été si, bon, on camoufle. Qu'est-ce qui s'est passé pour le cas du Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé pour le cas de Lumumba? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a beaucoup de choses qui font que lorsque ce que le système des Nations Unies, que Jean Ziegler appelle les prédateurs, il le dit dans son livre Les nouveaux maîtres du monde et ceux qui leur résistent, c'est un livre qui est apparu chez Fayard en 2002, il les appelle vraiment les prédateurs. Quand ces prédateurs ont envie de prendre leur proie, mais attendez, jurez sur le Coran, la Bible, sur tout ce que vous voulez, ils vont prendre leur proie avec les moyens qu'ils vont mettre en place pour prendre le poids. Et justement, avec l'onction de ce qu'on appelle Conseil de sécurité. Conseil de sécurité. C'est-à-dire, pourquoi ça proie? Gbagbo n'était pas l'homme qu'il fallait à la Côte d'Ivoire à ce moment-là. Il est victime d'un premier coup d'État, le 14 au 15 janvier 2001, donc une semaine avant qu'il ne vienne à Yaoundé, au sommet France-Afrique. Il a dit lui-même, il est victime du vrai bon coup d'État. Parce que quand je dis vrai bon coup d'État, ça veut dire que c'est organisé par ce système des Nations Unies-là, avec la bénédiction malheureusement de la mère patrie, le 22 septembre 2002. Tout le monde le sait.
il ne faut pas, j'allais dire, chercher c'est le début de la partition de la Côte d'Ivoire. Absolument. Oui, 2002. Et nous avons même un de nos compatriotes camerounais, correspondant du journal Le Monde, parce qu'il faut le dire, Théophile Kouamouo, dont l'article avait été complètement sucré. Dès l'apparition le lendemain, je pense que c'était le 24 septembre, il a été obligé de démissionner parce que l'article arrivé à Paris, il ne se reconnaît plus. Il a dit à son rédacteur en chef, cher monsieur, si vous charcutez mon article à ce moment, il fallait changer de signature. Il est parti. Et il a sorti même un livre quelques temps après. Donc, et ce qui s'est passé à Marcoussis, on sait, et par suite. Donc, en fait, il fallait, comme c'était brutal et violent, il fallait enrober ça dans leur formule qu'ils ont depuis 1960, gouvernement d'union nationale. Voyez comment la procédure va. Le nord musulman est exclu, le sud chrétien et animiste a compris. Le nord, voilà la configuration. Vous verrez ça lorsque vous lisez l'histoire de Lumumba. On vous dit, tel pays est, telle région est exclue, tel. Maintenant, justement, j'avais dit, je ne peux pas parler de franchise, mais la clarté avec laquelle les gens comme Lumumba, ou Mnyobe Moumie ou Gbagbo aujourd'hui qui nous intéressent, fait en sorte que les Nations Unies sont, j'allais dire, dos au mur. Et quand on est dos au mur, on cherche à envelopper votre problème. Prenons le cas du Cameroun, parce que pour qu'on se comprenne. Le 13 décembre 1946, lorsque les Nations Unies signent les accords de tutelle avec le Cameroun, la France réussit à mettre un bout de phrase dans cet accord. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. Alors qu'on leur dit bien que non, le Cameroun et le Togo n'ont pas été vos colonies. Oui. Donc c'est la tutelle des Nations Unies qui va amener, et vous êtes des parties administrantes. Elle administre là. Et ce bout de phrase fait en sorte que le Cameroun et le Togo sont administrés comme le Gabon, la Guadeloupe et les autres. Et quand les Camerounais se lèvent pour leur dire, mais cher monsieur, ce n'est pas comme ça. Et vous voyez tout ce qui nous arrive jusqu'à ce jour, au point où l'État du Cameroun est né dessus d'un décret français, de l'État français. Vous levez aujourd'hui pour eux qui vont dire, donc voilà le cheminement de Gbagbo. Oui. Pourquoi ce type nous a-t-il mis à nu? Il faut régler les comptes. Oui, on va refaire un peu le film avec vous, Michel Doki. Le 11 avril 2011, il est arrêté avec l'aide des forces spéciales françaises. Tout à fait, oui. Voilà, les rebelles, les forces nouvelles. 2 jours après, il est transféré au nord, à Korogo. Le 26 novembre 2011, Alassane Ouattara et le juge, le procureur Moreno Ocampo se rencontrent à Paris. 3 jours après, Gbagbo est mis dans un avion pour l'Aïe. Vous comprenez cette célérité? Gbagbo dérangeait sa présence en Côte d'Ivoire, dérangeait Ouattara? Vous savez, pour nous, c'est toujours extrêmement difficile de nous prononcer sur des questions qui sont des questions de politique interne ou de politique externe à ce qui nous occupe. Personnellement, je suis obsédée et très préoccupée par la situation de mon pays et j'ai beaucoup de réticence à m'exprimer sur les questions qui concernent les autres. La présence de Laurent Gbagbo sur le territoire ivoirien. Parce que j'estime qu'il y a des personnes beaucoup plus indiquées que moi pour répondre aux questions qui les concernent et que je n'aimerais pas beaucoup que l'on vienne de l'extérieur parler de choses qui nous concernent à notre place. Est-ce que ceci étant bien précisé, la présence de Gbagbo dérangeait? Je ne sais pas. Je ne suis pas bien placée, moi, à ce moment-là. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire, donc je suis dans la difficulté par rapport à répondre à cette question. J'aurais envie de vous dire que ce que vous dénoncez est une suite de faits. L'interprétation de ces faits est une interprétation. Ce n'est pas forcément
même si cela peut ressembler à quelque chose de plausible et de véridique, ce n'est pas forcément la vérité, ce n'est qu'une interprétation des faits. C'est-à-dire que vous dites 2 jours après, Laurent Gbagbo était parti, 3 jours après, Monsieur Ouattara était en France, etc. Cela ne signifie pas qu'il y a une suite logique. Et je crois que ce procès est l'occasion de se le rappeler. Je crois que c'est important de rappeler à l'opinion publique qu'il ne s'agit pas d'utiliser la justice comme un outil servant à des puissants pour régler leurs comptes. Je trouve cette présentation des faits dangereuse parce qu'elle dépossède les membres de la communauté, elle dépossède le peuple ivoirien, le peuple camerounais, le peuple congolais, chacun en ce qui le concerne, de son droit de penser son pays, d'avoir son opinion sur ses leaders et de réclamer la justice par rapport aux exactions qui éventuellement sont commises par ces leaders-là. Je crois que nous devons nous souvenir que fondamentalement, le besoin de justice est un besoin pour les victimes et tout le monde sait qui sont les victimes. Je trouve dommage que dans la conversation aujourd'hui, on braque les projecteurs sur ce que l'on considère comme des Manitou qui tirent les ficelles et que on mette dans l'ombre les victimes, parce que le sens de la justice, et je suis complètement d'accord avec Mbombo quand il dit que cette organisation n'est pas parfaite, mais est-ce que notre réponse est de dire qu'alors il ne faut pas d'organisation? La justice n'est pas parfaite. Est-ce que notre réponse est de dire qu'alors il ne faut pas la justice? On a essayé autre chose. On a essayé la loi du talion. On a essayé l'anarchie. Il y a toutes sortes d'expériences qui ont fini par nous amener à la conclusion que même s'il est imparfait, l'ordre vaut mieux que le désordre. Et la justice, son travail, c'est d'essayer de maintenir l'équilibre en disant voici des éléments qui me démontrent qu'il y a une responsabilité, voici ce que dit la loi sur le prix à payer quand on a déterminé que quelqu'un était responsable. Je pense qu'il est juste vis-à-vis des victimes de cette crise, qui en définitive est l'histoire d'un combat entre 2 visions de la manière dont devait être gérée la Côte d'Ivoire, au moins 2 visions, peut-être plus. Je crois que les victimes, celles pour lesquelles on était en train de mener ce combat, en définitive, le peuple ivoirien, les citoyens ivoiriens, ont le droit de recevoir la justice et de recevoir l'apaisement. Et que la question qui est au centre des conversations, c'est fondamentalement celle de savoir si cela apaiserait ces personnes-là, que M. Gbagbo soit condamné ou que M. Gbagbo soit acquitté. Ce qui apaise dans ce cas-là, oui. Vous comprenez aussi, il y a des Ivoiriens qui pensent qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Effectivement. Que ce soit un seul camp qui soit incliné. Effectivement. Et je crois que cela a été dit. Oui. Et je crois que cela a été dit et redit. Il est regrettable qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Ça trahit la justice. On est d'accord là-dessus. Maintenant, les Anglais disent deux mots ne font pas un bien. Ce n'est pas parce que on dit, peut-être en admettant même que ce soit vrai, ce qui n'est pas démontré, mais en admettant que ce soit vrai, ce n'est pas parce qu'on dit qu'une personne qui s'est rendue coupable d'exaction n'a pas été punie, que ça veut dire qu'on serait apaisé si personne n'était puni. Je ne crois pas que ce soit ça que le peuple ivoirien nous dit. Je crois que ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut toujours rechercher la justice quand cela est possible. Et que la question qui est posée aujourd'hui à la CPI, c'est de savoir si M. Gbagbo est coupable des chefs de crime, des charges retenues contre lui, au-delà du doute raisonnable. Le travail du tribunal, de la Cour, ne sera pas de dire si oui ou non il a fait ce dont on l'accuse. Le travail. Mais le procureur dit qu'il n'a pas. Il a dit qu'elle n'avait pas cet élément. Oui, il me semble qu'elle n'était pas la seule. Je crois qu'il y avait une formation collégiale et qu'il y avait une personne qui donnait une opinion. Il y a quand même 2 autres personnes qui ont donné une autre opinion. Et il est malheureux, encore une fois, de mettre ces 2 personnes-là dans l'ombre. Hein. La justice est quelque chose de compliqué. Ce qui, en définitive, nous apaise, c'est, il me semble, le sentiment que ces personnes auront fait de leur mieux.
Et nous attendons de voir si elles sont capables de dire, au-delà de tout doute raisonnable, si M. Gbagbo est coupable de ce qu'on lui reproche. Voilà, Wilfried Kanga, il y a un certain nombre de scénarios qui sont imaginés en vue de la libération de Laurent Gbagbo. On parle, parce qu'il a introduit, Gbagbo et ses conseils ont introduit un certain nombre de demandes de mise en liberté qui ont été refusées, je crois 13 ou 14 déjà. On parle, la Cour lui répond toujours, on se dit qu'il peut fuir, il peut s'enfuir. Vous comprenez, donc cela en dit long sur la légèreté des motifs qui justifient sa détention à la Cour pénale internationale. On en est au 14e refus, oui. Et on a justement stipulé que voilà, il y a un risque de fuite. On a notamment l'un des plus récents faits, c'était en juillet de l'année dernière, oui. Où on disait qu'on n'est pas certain qu'il se présentera physiquement au prochain procès. Et Gbagbo leur dit que moi je préfère la Belgique. Oui, qui est tout près de la Hollande, voilà. C'est un pays limitrophe. Et vous comprenez pourquoi il n'a pas choisi la France? La Belgique notamment parce que, plus près de sa femme, on va dire. Mais pourquoi pas la France? La France parce qu'on connaît le contentieux qu'il y a derrière. C'est ça qui nous permet de réagir à ce qu'a dit Madame. Oui, Maître Ndoki. Et évidemment, elle a raison dans l'ensemble quand elle dit il y a un travail que la justice est censée faire, c'est de dire le droit, c'est de dire les choses comme elles se sont passées pour que les victimes ne se sentent pas lésées, pour qu'il y ait une sorte de sentiment qu'entre la justice et les victimes, on est quitte. La justice a fait son travail et la victime, même si on ne peut pas refaire l'histoire et revenir dans le passé, au moins elle a obtenu gain de cause. Cependant, j'approuve ce que le Mbombok a dit parce que la réalité, malheureusement, nous enseigne une seule chose, c'est la réelle politique. C'est-à-dire tirer les leçons des drames qui sont arrivés à notre continent et se dire que si nous ne nous souvenons pas de cette histoire tragique, elle va se répéter indéfiniment. Je n'appelle donc pas ça une interprétation de l'histoire, mais plutôt une lecture des faits. Hormis la rencontre quelques jours avant la détention de Laurent Gbagbo, déjà on peut se demander entre la rencontre entre Alassane Ouattara et Luis Moreno Ocampo, ouais. L'ancien procureur de la CPI, on peut se demander... Le 26 novembre 2011. Oui, on peut se demander comment est-il possible qu'avant que les enquêtes ne soient menées à terme, il y ait déjà un consensus entre l'un des juges et l'une des parties sur le fait que l'autre partie n'est absolument pas coupable. Ça entraîne encore ce fameux déficit de crédibilité, d'autant plus qu'il y a quelques années, un livre apparu, Ça reste entre nous, c'est le titre du livre, écrit par Frédéric Gershel et Nathalie Chouk, des compatriotes à Nicolas Sarkozy, où il est précisé une phrase de Nicolas Sarkozy justement, quand je pense à tout le mal que nous nous sommes donné en Côte d'Ivoire, on a enlevé Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara, ce sont les propos de l'ancien président français. Cette lecture-là déjà nous renseigne sur énormément d'éléments justement qui nous font malheureusement dire que la justice dans le meilleur des mondes, justement, devrait être là pour ce pourquoi elle existe. Dire le droit, dire la justice dans un souci d'équité pour ne pas léser l'une ou l'autre des parties. Mais malheureusement, elle est instrumentalisée par ceux-là même qui ont déduit au vu des faits et des tragédies à travers le monde qu'il faut une justice. Évidemment, une justice n'est pas parfaite. Évidemment, on a tout essayé. La guerre de tous contre tous ne fonctionnera pas, ça c'est vrai. Mais autant une justice n'est pas parfaite, autant il y a un effort de partialité, enfin d'impartialité à procéder dans ces organes-là. Le problème de la CPI, depuis qu'elle a été mise sur pied sur le statut de Rome en 98 et entrée en vigueur le 1er juillet 2002, c'est que voilà, il y a une partialité à outrance. Déjà, elle n'est pas rétroactive, elle ne considère pas les crimes qui ont été commis avant sa création. On peut se demander pourquoi, vu qu'un crime reste un crime. On pourrait notamment remettre la France sur le banc des accusés concernant l'opération turquoise lors du génocide rwandais. Oui. On pourrait demander aux États-Unis des comptes sur ce qu'ils ont réalisé, mais ils ont été tellement malins qu'ils n'ont pas ratifié le traité de la CPI. Quand les tenants d'un projet n'adhèrent pas eux-mêmes à corps et à cri à fond dans ce projet, le point d'interrogation ne peut pas disparaître. Et maintenant, quand on voit ce que les soldats français, les soldats en tout cas, de ces grandes puissances ont commis comme exactions sur le sol africain ces dernières années, notamment les soldats de l'opération Sangaris et les accusations de zoophilie et d'abus d'enfants en RCA, on peut se demander pourquoi à ce moment-là, puisque la Cour pénale internationale est là pour juger ceux dont l'État s'est avéré incapable d'assumer le jugement, pourquoi alors que la France a comme ça acquitté de manière miraculeuse ses soldats et décidé de non-lieu et de ce genre de choses, pourquoi la CPI n'intervient pas? En fait, la perception que l'Afrique a de la CPI, quand bien même elle sera injustifiée, sur ce volet, la CPI ne peut s'apprendre qu'à elle-même parce qu'elle n'a pas brillé par son objectivité sur la considération des faits. Ok.
Et sur le cas de la Côte d'Ivoire, justement, sur le cas de la Côte d'Ivoire, justement, on a dans le contentieux qui s'est avéré, autant on peut dire justement qu'il n'est pas bon de se dire que, étant donné qu'on n'est pas sûr de la culpabilité de quelqu'un, on acquitte tout le monde, mais on doit faire attention à ne pas justement avoir culpabilisé la mauvaise personne. Ce serait, alors qu'on essaie de résoudre un mal, créer un autre mal qui ne profiterait à la fin à personne, vu que le coupable sortirait vainqueur. Bon, pourquoi vous avez aussi l'impression que la CPI a du mal à dire le droit sur le dossier Gbagbo? Ce n'est pas une impression, c'est un fait. Je constate un fait. Moi, dans une autre vie, dans les cercles du journal Le Monde diplomatique, nous, on a été clair. Je me rappelle encore de cet article de la rédactrice en chef adjoint, Anne-Cécile Robert. Il a dit « Jacques Chirac mis à nu dans la crise en Côte d'Ivoire, avec des faits probants. » Plus tard, on dénonce encore le fait que le Burkina Faso n'a aucune tige de cacao sur son sol, mais il est devenu un pays exportateur de cacao. Vous pouvez imaginer ça? Et il vend le cacao où? Sur le marché international, avec des clients connus. Voilà. Dites-moi, c'est quand même un peu... Il y a des choses. Et ces connexions-là ont été développées par ce journal diplomatique. Mais comme, j'allais dire, les articles de presse ne sont pas des éléments, je veux dire, que la justice peut les prendre, ne peut pas les prendre. Donc, mais au moins, au sein de l'opinion, j'allais dire coupable, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas de sentence, ou alors les instigateurs de ce complot sont connus. Ils sont connus, c'est la France en premier. Et ce procès est politique. Justement, vous avez bien fait de les comparer avec Bemba et Ouro. Je suis en mesure de vous dire, monsieur Otou, nous sommes en Mondovision, que précisément parce que cette communauté dite internationale, et moi je suis sur les propos de Jean Ziegler, ces prédateurs ont trouvé un modus vivendi avec monsieur Kabila Joseph qu'on a élargi, monsieur Bemba. Et précisément... Parce qu'il y a un problème de timing là, on comprend. Absolument. Et le calendrier, tout est bien huilé là. Dites-nous. Justement, le fait pour monsieur Ouattara d'avoir dit je ne serai pas candidat en 2020, ça commence à donner des ouvertures pour dire bon, voilà, c'est une génération à papier. On peut maintenant élargir monsieur Gbagbo et on va vous trouver toujours des moyens juridiques, on va habiller ça d'une certaine manière. Et il y a même, avant de venir ici, j'ai vu YouTube avec mes relations au monde diplomatique qui sont là, où une vidéo circule sur YouTube, j'ai même appelé les amis ivoiriens, depuis le matin on discute dessus, où Guillaume Soro, il dit, j'irai à la demander pardon à Gbagbo. Bon. Et ça a été authentifié parce que c'était ça notre vie. Est-ce que c'est authentique? C'est bien lui, ce n'est pas... Bon, c'est bien lui. Il ira demander pardon, pourquoi? Je n'en sais rien. Mais il a quand même dit qu'il était le fils de Gbagbo sur le plan politique. Donc, la succession qui se passe là, je veux dire l'alternance au pouvoir en Côte d'Ivoire, voilà, se justifie et se joue avec les mêmes cartes qu'en RDC. En RDC. J'ai parlé tout à l'heure du sommet France-Afrique à Yaoundé. J'ai vécu en 2009. En janvier 2001. Parce que ça a eu lieu, j'allais dire, le lendemain de l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Au perron, d'ailleurs, il y avait au perron de l'hôtel Hilton, sans publicité, parce qu'il faut dire les choses. J'ai eu deux présidents, Robert Mugabe et Dos Santos. Ils ont complètement blâmé. Vous savez, et c'est lui, vous connaissez Robert Mugabe, quand il parle, blâmé. Camarade Bob. Camarade Bob, voilà. Kofi Annan, lui parlant en anglais, lui disant, monsieur, vous avez voulu la guerre en RDC, vous aurez la guerre. Nous allons vous donner la guerre. Parce que le président Chirac devait venir autour de 19h. Il lui a dit, nous ne l'attendons pas. Il a pris le même avion avec Dos Santos le même jour. Le 17, ils sont rentrés. On a dit, vous avez voulu la guerre, vous verrez la guerre. Juste après le sommet,
Vous avez vu ce qui se passe avec Joseph Kabila qui vient de prendre le pouvoir. Il est même invité, prestation de serment de Bill Clinton, il devient comment on met la calme. C'est pour ça que je dis, nous qui sommes les Africains, qui n'avons pas encore parvenu à avoir notre souveraineté, nous devons, j'allais dire, nous méfier de l'Organisation des Nations Unies. Et c'est précisément pourquoi nous méfier, parce que les Africains sont épris de justice. Parce que dans notre droit, j'allais dire, coutumier, nous voulons la justice, nous avons la justice, nous sommes nés dans la justice. C'est pour ça que nous sommes écœurés lorsqu'il y a des fautes qui sont commises et que là, ce qu'on a appelé cette Assemblée Générale du Monde ne voudrait pas qu'il y ait des coupables et qu'ils soient punis. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas la vérité dans un certain nombre de choses qui causent, j'allais dire, la désolation dans le monde. Voilà ce qui se passe là. Donc, pour ce cas, je termine j'allais dire le retrait, parce que vous avez entendu, quand on a modifié la constitution en Côte d'Ivoire, tout le monde est occupé. Veut-il se représenter? Va-t-il pas? Les eaux-fouettistes là pour la paix, c'est qu'on commence à regarder qu'est-ce qui se passe. Il a fallu qu'ils le disent clairement, y compris au sein même des forces de défense en Côte d'Ivoire, dont les remous et tout. Quand il a prononcé son discours, il y a eu un calme. Maintenant, les eaux-fouettistes se sont réunis, mais peut-être que le combat sera interne, mais sur le plan global, il commence à avoir des éclaircies. Et on peut donc poser le problème de la libération ou pas de Laurent Gbagbo. Voilà comment nous autres, nous analysons cette situation-là. Mais toujours, j'ai dit, nous aurons toujours besoin de justice, parce que nous, Africains, nous ne sommes pas comme les autres. Les autres, ils ont bâti leur histoire sur la guerre. Et nous, initiés africains, et ça c'est l'une des conclusions que nous avons tirées à Bamako en décembre 2016, parce que nous, lorsqu'on mettait en place les textes sacrés que nous avons mis, parce qu'en fait, vous allez remarquer que les Occidentaux, ils règlent tout par la guerre, par la violence. Alors que chez nous, non. On vous dit, vous pouvez, deux frères qui se battent, il faudrait qu'ils mangent ensemble. Même deux co-époux, c'est-à-dire il faudrait qu'ils mangent ensemble, c'est ce qui fait tout ça. Et surtout, les Africains ont ceci que quand ils se rendent compte qu'il a dormi alors qu'avec son frère, ils ne se sont pas parlé, le lendemain matin, il est le premier à aller lui dire, mais gars, mon frère, ma soeur, vraiment, toi tu as dormi comment, voilà. Donc nous sommes épris de justice et nous ne voyons pas la communauté internationale nous mettre cela en place. Mais comme nous sommes aujourd'hui dans un monde capitalisé où c'est l'argent qui fait du tout, où les valeurs d'éthique, de morale sont reléguées au second plan, on a même l'impression que si vous voulez la paix, ça veut dire que vous êtes faible. Oh, ok. Maintenant, donc, il y a un autre scénario qui pourrait amener à la libération de Laurent Gbagbo. On parle de fils simplement l'impossibilité pour l'accusation de démontrer, au-delà du doute raisonnable, que M. Gbagbo est coupable des crimes contre l'humanité qu'on lui impute. Et il faut bien dire par rapport à cela que il ne s'agit pas de dire s'il a fait ou s'il n'a pas fait quelque chose. Il s'agit s'il n'est pas moralement responsable. Et je crois que c'est là la difficulté d'avoir une conversation juridique et de distinguer le rôle de la CPI du rôle des analystes que nous sommes, des acteurs politiques, des simples citoyens. Notre cœur peut saigner par rapport à une situation de fait qui est injuste. Et ce que Mbombok vient de démontrer, c'est que derrière cette situation de fait, il y a beaucoup d'acteurs qui se rencontrent, s'entrechoquent, et on peut avoir l'impression que à Marcory, quelqu'un a perdu la vie parce qu'à Paris, quelqu'un avait décidé ainsi. Là, mais au-delà de ça, je crois que la leçon pour nous, Camerounais, à tirer de ça, c'est que nous devons passer à une ère où nous ressemblons aux pays que nous regardons en exemple, l'Europe, les États-Unis, non pas parce que nous avons leur modèle de justice, et sur ce point-là, je suis d'accord avec Mbombok, c'est pas notre modèle et ce n'est pas ce qu'il faut copier, mais parce que nous avons une conscience profonde dans le fait que, au-delà de tout, c'est nous qui sommes importants.
C'est le fait que nous disions que nous sommes importants qui fera que même quand des puissants, entre guillemets, essayent de biaiser le jeu, de nous pousser sur un échiquier comme des pions, leurs ambitions soient déjouées. Ce que nous voulons voir faire aujourd'hui ou dire demain par la Cour, c'est est-ce qu'au-delà du doute raisonnable, le procureur a été capable de démontrer que M. Gbagbo était personnellement impliqué dans la commission de crimes contre l'humanité. Si la réponse est non, et si la Cour pénale internationale répond effectivement non à cette question, alors le peuple ivoirien, mais aussi les peuples d'Afrique pourront continuer d'écrire une nouvelle histoire de la place que l'Afrique occupe dans le concert des nations. Voilà, Wilfried Ekanga, je parlais de ce vice de procédure, parce que Mediapart l'a démontré il y a quelque temps que c'était un pur montage, l'arrestation de Gbagbo. Et je persiste et signe en disant que nous, les Africains, pour que nous ne revivions pas ce qui nous est arrivé, devrions une bonne fois pour toutes tirer la leçon du passé. Ne pas tirer la leçon du passé donne l'impression que lorsque une tragédie arrive, que c'est la première fois qu'elle survient. Ce qui est arrivé à Kadhafi, entre autres parce qu'il renonçait à octroyer, comme les Africains de la région francophone le font si bien, les prérogatives économiques de la Libye et partant de l'Afrique à l'Occident, l'étiquette de gros méchant qu'on l'a affublé et que la situation actuelle conteste fortement, vu que la situation est pire que sous Kadhafi, nous amène à croire, quand nous voyons ce qui est arrivé justement, puisqu'on parle de l'année 2011, Kadhafi justement, ce sera dans la foulée le 20 octobre. On a l'impression, voilà, que pour voilà un grand dirigeant africain que les Occidentaux ont renversé, etc. Pourtant, lorsque vous remontez dans la même région, l'un des mentors du colonel Kadhafi, le général Gamal Abdel Nasser en Égypte, lors de ce qu'ils ont appelé la crise du canal de Suez en 1956, le refus par le président Nasser de nationaliser le canal de Suez parce que justement il y avait un contentieux du point de vue des financements qu'il demandait de l'extérieur et que ne lui avait été pas accordé, étant donné que c'est une route maritime excellente parce qu'elle vous permet de rallier la mer Rouge en passant par la Méditerranée sans avoir à contourner l'Afrique. Ça a conduit des puissances comme la France, Israël et la Grande-Bretagne lors de ce qu'ils ont appelé le protocole de Sèvres à se réunir pour lancer une offensive contre le colonel Nasser. Donc il est un peu pour nous, ce serait politiquement naïf de se dire bon, si arrivé dans l'histoire, dans le passé, et comme aujourd'hui on est à notre génération, les mêmes complots, les mêmes vicissitudes politiques ne se triment pas dans l'ombre, bien sûr que non, sinon nous allons revivre la situation et nos enfants en parleront dans 50 ans en pensant qu'à eux cela n'arrivera pas. Donc ça c'est le premier élément. Maintenant, concernant le cas Gbagbo, voilà, on ne peut que se répéter. On le voit bien. Déjà, l'arrivée des forces nouvelles en 2002, la façon, l'origine de la crise, les mécanismes par lesquels elle part, les principaux acteurs. On a vu ça venir. Évidemment, on connaît leurs antécédents. On sait que Laurent Ouattara, depuis ces années, la vice-présidence du Fonds monétaire international ou le président de la Côte d'Ivoire, il n'a jamais été, en tout cas, l'opposant le plus farouche aux mécanismes néocoloniaux que nous avons, notamment sur les questions économiques, sur les questions monétaires, et il l'a encore prouvé tout récemment. Donc, quand bien même il dirait que, voilà, je ne vais pas me représenter et tout, il y a une lecture à cet élément, mais il peut y avoir une autre lecture en disant, pour l'instant, on n'en est qu'à la promesse. Les dirigeants africains ont brillé par un mécanisme Ils sont nombreux, on en a vu, hein. Voilà. Oui, effectivement. Le président Joseph Kabila, qui est un des acteurs principaux dans les entourloupes politiques qu'il y a au Congo actuellement, a quand même dit il y a 2 ans, 3 ans, qu'il ne se représenterait pas 1 an avant les échéances. Les échéances sont arrivées, on a reporté. Après le report, on a reporté le report, ce qui nous amène au 23 décembre de cette année. On verra ce que ça donne. Rien n'empêche Ouattara de dire en fonction du calendrier, de la structure politique et surtout géopolitique de ce moment-là, de dire voilà, l'appel du peuple, je n'ai pas le choix, je suis condamné. Et surtout qu'il contrôle le cordon de la bourse, FMI, Banque mondiale ou Organisation mondiale du commerce, où il a été un haut dignitaire, il peut leur dire, en effet, je voudrais faire ceci, bloquer un peu là. Depuis les antécédents, justement, au FMI, il y a un élément justement que le Mbombo a évoqué, on a le même cas avec le Rwanda par exemple, qui, sur la question du minerai coltan qui nous sert à nos appareils électroniques, qui est tellement minuscule, c'est approximativement la région de Douala, on va dire, pour tout le Rwanda, mais qui est quand même le premier exportateur mondial de ce minerai, là, qu'on trouve principalement en RDC. Donc quand on a sous ses yeux des éléments factuels de domination, de vassalisation de l'Afrique par les grandes structures, et qu'on voit que
tous les moyens étant bons dans cette fameuse guerre économique dont ils dépendent farouchement, quand on voit que justement ils ne lésinent pas sur les moyens, les Américains étaient justement parmi ceux-là qui appuyaient notamment les arrestations du président soudanais Omar el-Béchir, de Kenyatta, de tous ces gens-là qu'on a incriminés, et pourtant eux-mêmes ne sont pas à l'intérieur. Du coup, on se rend compte que voilà, on a voulu créer cet instrument-là qui évidemment a pour fonction de manière en principe de dire le droit de dire les choses comme elles sont, mais qui a justement des éléments derrière indépendants, même de Bensouda, qui lui font comprendre qu'il y a une force, et c'est malheureux, au-dessus de la loi. Ok. Vous pensez qu'il peut être acquitté au terme de ce procès, Babo? Il doit, oui, je pense qu'il sera acquitté. Il doit être acquitté. Et pour vous donner un exemple précis, je vais prendre l'exemple de la Syrie. Regardez ce qu'a fait Sarkozy et Hollande. Quand chacun arrive au pouvoir, l'armée libre syrienne, ils les reçoivent même à l'Élysée. Quelquefois, ils reçoivent même le gouvernement. Mais la résistance du président syrien, avec l'appui de la Russie et de ses amis, de la Chine, il fait qu'aujourd'hui, que bon, tout le monde dit, puisque Assad est en train de reprendre le territoire. C'est ça qui nous a manqué avec la Libye. Et justement, l'une des propositions qu'on avait faites à l'époque, dans le cadre des amendements diplomatiques au Cameroun, c'était comment avoir une armée commune. Parce qu'on a dit, on va faire comment? Il y en a des axes majeurs. Faire une force armée commune en Afrique et une diplomatie, ministère des Affaires étrangères commune. Mener ces choses ensemble. Ce n'est pas venir comme on fait, j'allais dire ce pantouflisme, excusez du terme. On dit, le Cameroun va abriter la base logistique de ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez que les pays comme l'Angola, qui ont une bonne armée, ne viennent pas. Or, si on décide au niveau de l'Union africaine de faire une armée panafricaine, et là, on va résister. On pourra, Obama ne pourra plus nous dire « Ah oui, mais Sarkozy m'avait trompé. Il a la CIA, Sarkozy ne peut pas l'avoir trompé. » Donc, il envoie les B-52, on mobilise les forces de l'OTAN, et Sarkozy vient adhérer à l'OTAN. De Gaulle a refusé d'adhérer, alors qu'il venait d'avoir l'argent du plan Marshall. Il vient adhérer et votre frère, vous dites même que c'est votre frère. Il vient. Donc en fait, ce qui se passe en Afrique, c'est comment tirer ces leçons. Comprendre qu'il n'y a pas de philanthropie en relations internationales. Avoir les armes pour résister. Les armes, ça veut dire faire la guerre. Et c'est ce que Bouteflika avait fait à l'époque, quand il y a eu une crise entre Ouattara Boumedienne et De Gaulle. Il était ministre des Affaires étrangères. Quand il rentrait en France, il a dit, mais la France ne peut pas expulser les Algériens. Il a dit, parce que la France sait que l'Algérie sait faire la guerre. Ok, merci Bambok. On va donc aller du côté de la rédaction centrale pour le 20h. Bonsoir Cédric Nouffelé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, au menu de ce 20h. Ce soir, c'est un autre coup de projecteur sur ces interminables bouchons observés sur les voies de contournement qui mènent à la pénétrante est de Douala. Vous verrez comment cette situation provoque de lourdes pertes économiques et de nombreux désagréments après, bien sûr, l'effondrement des bus métalliques sur la route nationale qui est désormais coupée depuis près de 3 jours. Nous évoquerons également les prescriptions gouvernementales à cet effet. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de la classe politique sur la convocation d'une conférence anglophone générale prévue à la fin du mois d'août 2018 à Boya. Des cadres politiques du RDPC sont divisés à ce sujet. Vous avez planté le décor concernant la situation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans le journal de 20h, nous reviendrons sur les arguments que compte présenter sa défense pour obtenir sa libération devant la Cour pénale internationale. Serge Alain. Voilà, merci Cédric. On vous retrouve dans quelques instants. Madame, Monsieur, on va également retrouver nos amis sur ce plateau. Tout de suite, la publicité et après le 20h de Cédric Nouffelé. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir. Nous sommes toujours en compagnie de nos experts. On commence par
Douala, Yaoundé, le calvaire. Le ministre des Travaux publics, je commence par vous, une fois de plus, Mbombo Bingan, il parle de pluviométrie, de vieillesse de l'ouvrage à 1 an du grand rendez-vous. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Parce qu'il va toujours pleuvoir à la même période. Hein. Et ce n'est pas la première fois qu'on a cet affaissement. Et justement, vous avez dit, en fait, il y a quelque chose qui est, j'allais dire, regrettable. Regrettable, parce qu'à un moment, on a beau se retenir, parce que ce sont les autorités, parce qu'ils sont à la tête des institutions de l'État, mais peut-être que nous autres citoyens, on finira par accepter d'être traînés devant les juridictions pour outrage à corps constitué ou aux institutions de la République. C'est l'année dernière. Pourquoi? Parce que vous avez dit les choses telles qu'elles devraient être. Absolument. Vous pouvez et non pas... telles qu'elles sont. D'abord, il est venu la nuit en veste et cravate. C'était pour faire quoi? Pour constater que c'est la pluie qui est... Ah, vous avez un problème avec le moment... Même Macky Sall, je l'ai vu venir dans des... Mais l'instruction est tombée hier, Mbombo, l'instruction est tombée hier. Vous voulez encore qu'il passe une nuit à Yaoundé et venir à Douala le matin? Après le conseil de cabinet, il a décidé de venir à Douala. Il est l'ingénieur de l'État. Oui. S'il venait en botte, jean et t-shirt, ça aurait pu comprendre avec casquette. Donc le fait qu'il soit venu nuitamment vous dérange? J'ai même vu le Premier ministre inspecter les travaux de construction des stades sans équipement de protection. Alors, non, mais de manière plus sérieuse, non, le chef de l'État a lancé sa campagne électorale de 2004, c'est que ils ont appelé pompeusement les grandes ambitions avec priorité des priorités infrastructures routières. Nous sommes en 2018. Il en a été victime lui-même lorsqu'il clôture sa campagne électorale de 2011 à Douala. Il a fait une escale à Kribi pour rentrer à Douala. Une bus s'est effondrée au lieu dit Mapoubi, dans l'arrondissement de Ngouei, à quelques, j'allais dire 20 km de Pouma. Il a dû rester à Kribi pour qu'on revoie. Mais la chose fondamentale, c'est d'abord la bus qui s'est effondrée au lieu dit Kojefar. S'est effondrée l'année dernière, il n'a rien fait. Deuxième chose, lorsqu'on commençait les levées topographiques seulement, pour faire ce qu'on avait appelé l'axe, l'autoroute aidée à Kribi, qui n'est plus jamais l'autoroute, peut-être que ça viendra un jour, on avait recensé 360 bus sur la nationale numéro 3. Ces 360 bus étaient hors d'usage. Nous sommes là en 1994. Là, pendant les levées topographiques. La route est venue. 2016, on parle déjà de 417 bus. Vous voyez, on n'a rien fait. Et on a, je pense, évalué avec le même ministre, il dit il va falloir peut-être 150 millions par bus parce qu'il va remplacer les bus par les dalettes et les ponts, il l'a expliqué de manière technique. On ne fait toujours rien. Donc on va attendre. Regardez, quand vous allez à Yaoundé, il y a des voies de contournement, mais ça met combien de temps? Là, l'arrondissement de Ngoué aidé à Pouma seulement. Ces voies de contournement ne finissent pas. Mais au point où hier, quand il annonce les voies de contournement, je me suis dit, est-ce que c'est ça qui va de Yassa en passant par Niala et... Bon, je me suis dit quand même, la route commence par deux sens. Arrivé au château, au lieu du château Niala, ça se rétrécit jusqu'à Ndokoti. C'est ça, voie de contournement? Ou alors on va faire une voie de contournement là où il y a la bus? Vraiment, les choses de ce pays, monsieur Otou, je préfère... Maître Doki, une buse qui s'affaisse, on était en 2017, 2018, même scénario, 2019, il y a la Cannes. On ne souhaite pas que ça arrive en 2019. Oh non, on ne le souhaite pas, mais la différence, c'est qu'en 2019, on aura changé de président de la République, donc on espère qu'on aura un gouvernement qui fait un peu mieux son travail. Enfin, on n'espère pas. On sait qu'on aura un gouvernement. Il ne va pas commencer par une buse en particulier, encore que je crois qu'il faudrait qu'il commence par celle-là, parce que votre reportage l'a dit de manière assez claire. Il s'agit d'une route qui relie Douala et Yaoundé, la capitale économique et la capitale politique, le port d'entrée, le plus grand aéroport international, toute la zone de production agricole. Il y a négligence à vos yeux face à tout ce que vous énumérez là.
Mais je suis sûr que vous avez la réponse à cette question, cher monsieur, et je suis sûr que nos téléspectateurs Non, je pose aussi. la question, répondez. Non, c'est pas, ce serait, si je vous disais non, je crois pas que vous me prendriez au sérieux. Si je vous disais que non, je pense que c'est un coup du sort, que la pluie à Douala en août, c'est un phénomène exceptionnel qui est dû au changement climatique. Je ne suis pas sûr que vous me prendriez au sérieux. Je crois que ça fait très très longtemps qu'il pleut au mois de juillet dans notre ville. Et comme vous l'avez dit ici, les mêmes buses ont cédé, ou en tout cas dans le voisinage l'année dernière, on devait quand même commencer à s'imaginer que les buses cèdent. Maintenant, la question est surtout quel est le niveau de priorité? Cela pose la question de la répartition des ressources de l'État. Et je trouve que il y a des choses à revoir et qu'il y a surtout pas suffisamment d'attention, et là j'interpelle nos députés, qui soit portée par le Parlement sur la répartition de nos ressources budgétaires et ce qui est alloué après les discours à la construction des infrastructures. Parce qu'au-delà de la Coupe d'Afrique des Nations, moi j'aime bien que l'on agite ça comme l'objet de notre fierté. Il y a quand même, et j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure, que c'est la seule route qui relie tout l'ouest, le nord-ouest et le sud-ouest en particulier du pays. Peut-être pas le nord-ouest et l'ouest, mais au moins le sud-ouest du pays. Donc la Sonara à Yaoundé, c'est par là que passent tous les camions qui vont apporter du carburant. Vous imaginez les conséquences s'il n'y en a plus. C'est la même chose pour l'électricité, etc. Donc que il puisse y avoir une interruption de la circulation pendant ne serait-ce qu'une demi-journée, c'est incompréhensible, et effectivement, l'une des priorités du prochain gouvernement sera certainement de faire en sorte que cela ne puisse plus arriver. Oui, on n'en est pas encore là. Oui, bien sûr, mais écoutez, 72 jours, ce n'est pas beaucoup. Voilà. Ce n'est pas beaucoup, à comparer à 35 ans en tout cas. Wilfried Kanga, lorsque le ministre des Travaux publics avoue comme ça qu'il y a un problème de pluviométrie, ça c'est une vérité de la palisse, il parle de vieillesse de l'ouvrage. Oui. Alors qu'il y a un an, on l'a dit, le même ouvrage s'est affaissé. Oui, on devrait... Et qu'on n'a pas apporté la solution l'année dernière. Exactement. Étant les critiques sur l'autocritique sur la vieillesse de l'ouvrage est fondée, évidemment, les autorités doivent se remettre en question sur le bilan de leur activité sur le terrain dans l'exercice de leurs fonctions. Autant la critique sur la pluviométrie confine à l'absurde, voire à l'humour, parce qu'on ne va pas se plaindre de la nature, on ne va pas se plaindre des éléments. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on apprend que le littoral camerounais, dans l'absolu, abrite carrément la deuxième région à plus forte densité pluviométrique dans le monde. Il y a des zones qui atteignent près de 10 000 mm de précipitations par an, et même à Douala est l'une des villes les plus pluvieuses de la région équatoriale. Donc ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, les autorités sont jugées par leur capacité à s'adapter aux caprices des éléments, ce qui malheureusement a fait défaut ici. Nous avons un gros problème dans la nation camerounaise, c'est la facilité que nous avons à nous comparer aux grandes nations de ce monde pour ce qui ne va pas bien. Mais lorsque ça va bien, on dit ne vous comparez pas, nous ne sommes pas la France, nous ne sommes pas les États-Unis. Comparaison n'est pas raison. Exactement. Et un pays que je connais bien de l'autre côté, c'est l'Allemagne, qui est inférieur en termes de superficie au Cameroun. C'est 357 000 km² pour l'Allemagne, contre les 475 000 que nous avons ici au Cameroun. Et paradoxalement, même avec une ville comme Douala, qui fait plus de 92 000 hectares, 920 km² approximativement l'agglomération, qui est donc plus vaste en superficie que Berlin, on peut s'étonner du fait de l'étroitesse de la route qui relie notamment nos deux capitales, quand l'Allemagne justement fait 12 000 km de d'autoroute, c'est l'équivalent du diamètre de la Terre, vous imaginez. Et donc, lorsque nous avons développé justement cette détestable habitude de se comparer aux autres seulement quand on ne va pas bien, il faut aussi bien la population que le cas échéant les autorités remettre la question à l'ordre du jour. Pourquoi justement nous avons un tel déficit criard d'infrastructures routières? Et oui, je rejoins ce que disait le Bombok sur les projets des grandes ambitions sur l'intervalle entre 2004 et 2011 que le président de la République avait promis. Ce n'est qu'au terme du premier septennat qu'on s'est rendu compte que les 7 années étaient consacrées à l'élaboration des ambitions
et qu'il fallait y attendre cette année supplémentaire pour la réalisation. Donc il faut que nos autorités fassent preuve d'un peu plus de sérieux, d'un peu plus de pragmatisme, parce qu'il y va aussi il faut avoir cette jalousie de soi-même, cette jalousie de son pays, cette jalousie ce patriotisme-là qui doit nous mener à vouloir faire du Cameroun l'une des principales attractions du continent, voire du monde. Ok. Oui. Oui, enfin pour terminer, lorsqu'on a des éléments comme la canne qui approche, et même après, en tout cas, pour un pays qui veut s'industrialiser, qui veut s'émanciper économiquement, ne pas avoir d'infrastructures de transport qui sont, partant des infrastructures de communication et de dérivés économiques, c'est contre-productif. Voilà, nous allons mettre un doki à Bouya. Là, il n'y a pas de problème, je crois que ça circule normalement. Là-bas, le maire, Patrick Ekema-Issoungé, décide de prolonger les villes mortes. Il ferme les boutiques pour ceux qui ont décidé de respecter les villes mortes. Vous comprenez cette mesure? Écoutez, il se trouve que j'habite dans la région puisque je réside à Limbé et d'après mes informations, il n'est pas le seul. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on parle du maire mais qu'on ne parle pas du gouverneur qui avait, lui, commencé avec ce type de démarche en direction non pas des petites boutiques mais des grands acteurs de l'économie comme les opérateurs économiques. Bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, c'est un abus de droit, mais que c'est un abus de droit qui n'est pas l'initiative seule du maire. C'est une démarche qui vient de l'administration centrale, puisque je crois, je suis sur place, donc j'ai reçu des témoignages de première main de personnes qui disent que le gouverneur met la pression aux sociétés multinationales, aux représentations locales des sociétés multinationales, en leur disant que si vous respectez les villes mortes, eh bien moi je vous scelle, et que certains opérateurs économiques, je ne vais pas les citer pour ne pas les embarrasser, mais je suis sûr qu'ils se reconnaîtront s'ils voient ceci, se sont vus scellés parce qu'ils avaient osé obéir aux villes mortes. Alors, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. La question fondamentale que traitent les opérateurs économiques, qu'ils soient grands ou petits, c'est la question de la sécurité, non seulement des biens qui sont dans les espaces concernés, mais du personnel. Parce que quand des employés vont travailler, qu'au milieu de la matinée, il commence à y avoir des échanges de tirs dans la rue, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne peuvent pas rester au travail. Donc, c'est une chose de dire aux gens que ce n'est pas bon pour l'économie, d'ailleurs ils le savent mieux que nous. Je ne crois pas qu'il y ait des opérateurs économiques qui achètent des marchandises ou qui vendent des services et qui sont contents de ne pas pouvoir les fournir. Il y a quand même un impact économique désastreux dans la région, mais c'est se défausser de la part de l'administration ou de l'État que de mettre la pression sur ceux-là pour qu'ils bravent des personnes que eux, en tant qu'autorité, ne sont pas en train de braver puisqu'ils n'arrivent pas à pacifier la région. Voilà, maintenant qui vous parlez du gouverneur, nous on commente les images. Vous posez une question, moi je vous réponds. Oui, nous on parle du maire Ekema, c'est le débrief, on a regardé le reportage, on parlait du maire Ekema. Bon, Bégan, il est allé un peu trop loin, Patrick Ekema-Issoungé? Non, mais il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, je ne sais pas s'il est allé trop loin. J'allais même dire, il a glissé, il est tombé. Donc, qu'est-ce qu'il recherche? Si demain, on ne lui reverse pas les impôts libératoires, il viendra dire quoi? Il va faire un redressement? Il va donner des moratoires? Il va faire. Donc, en réalité, c'est une situation, j'allais dire, rocambolesque, mais qui est... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment... Je suis sans voix. Parce que lorsque ce maire agit de cette manière, je ne sais pas ce qu'il recherche. Et je suis même convaincu que lui-même ne sait pas ce qu'il recherche parce qu'il obéit à des instructions. Mais il n'est pas un force de maintien de l'ordre. Parce que un élément de force de maintien de l'ordre veut dire, mais bon, on m'a demandé de vous mettre aux arrêts. Vous lui dites, vous avez un mandat? Non. On m'a dit, vous ne sortez pas. Mais lui, c'est quand même un élu. Et apparemment, ce sont ces populations-là qui l'ont élu. Mais comment il prend des engagements pour fermer à un moment donné. Bon, j'allais dire qu'il faut aller un peu plus loin. Oui. Puisque le deuxième employeur de l'État, c'est la CDC. Et qui se plaint que dans ces démembrements dans la région, on n'arrive plus à faire des productions.
les employés n'arrivent plus à rien devoir. On fait comment? On fait comment à ce moment-là? Il n'assure pas, le maire n'assure pas. Et là, je ne peux pas le condamner parce que c'est pas lui de mobiliser la force publique pour assurer la protection et la sécurité des populations. Mais au moins, laissez-les se déployer. Ok. Laissez-les se déployer. Donc, je ne comprends vraiment pas. Vifé, comme ça, je vous ai vu sourire là lorsque Mbobok disait que le maire Ikema ne sait véritablement pas ce qu'il veut. Oui, bon, c'est clair que si la politique camerounaise était quelque chose qu'on pouvait comprendre facilement, ça se saurait. Elle est complexe, hein, la politique camerounaise. Oui, elle est inextricable, elle est assez compliquée à définir et à tirer des conclusions. Mais en tout cas, j'aimerais en tout cas porter une autre approche en se disant la situation n'est même pas dépendante de la justesse de la décision du maire ou pas. On peut se dire, on peut même mettre de côté le fait qu'il ait raison ou tort de fermer, mais la question de fond reste justement le fameux enjeu sécuritaire dans la région, parce que le fait que les villes mortes soient respectées ou pas n'influe pas sur la cessation justement de la situation, on va mettre les guillemets, chaotique qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait, il s'agit de se poser les vraies questions. En tout cas, c'est ce que les Camerounais ont commencé à faire depuis le début de cette crise, en tout cas depuis qu'elle s'est envenimée, et se demander pourquoi la situation dans cette région perdure. Nous avons eu cette petite discussion lors d'une petite parenthèse en aparté ici, où on posait les questions, l'armée qui s'y trouve a-t-elle des raisons de s'y trouver ou pas? Et si elle a des raisons de s'y trouver, ceux-là qui justifient la présence de l'armée sur le terrain, que recherchent-ils? Quelle est, voilà, la finalité de leur action? Quelle est l'issue à tout cela? Donc, au terme de la définition des causes qui conduisent des deux côtés, la violence n'engendrant que la violence, évidemment, les deux parties étant persuadées d'avoir raison, évidemment, la situation a du mal à se décanter. Mais il faut justement, de manière scientifique, de manière rationnelle, de manière communicationnelle, déterminer les volontés, les désirs, les buts, les perspectives des uns et des autres, et se dire s'il y a une méthode, s'il y a un moyen de sortie de crise définitif, il faut qu'il soit mis sur pied le plus vite possible, parce qu'avec mot d'ordre de grève respecté ou pas, ce n'est pas ça qui résout les questions de l'insécurité dans la zone. Ok. Bon, on va donc chuter avec le fait du jour, la Côte d'Ivoire. Je vous rapporte cette déclaration d'un des avocats de Laurent Gbagbo avant d'être transféré à La Haye. On était en 2011. Il rapporte exactement ceci. On était à Korogo en 2011, le 29 mai. Ouattara ne peut pas gouverner tant que je suis sur le territoire national. Cette nouvelle épreuve n'est pas la fin de ma carrière politique, de sa carrière politique, c'est l'avocat qui parle. La prison, il nous a toujours dit, il parle du président Gbagbo, est le chemin pour aller à la présidence. Commentaire. Je commence par vous, Maître Toki. Écoutez, peut-être que vous devriez commencer par lui, c'est-à-dire Laurent Gbagbo. S'il pense qu'il est à sa place et que son plan de carrière se déroule comme prévu. Malgré son âge, parce que là, vous pensez qu'il peut revenir? Ah oui, mais vous savez, il a quand même des exemples, et c'est une question très, très, très dangereuse que vous me posez là. À 73 ans, pour certains, c'est un petit jeune. Mais plus sérieusement, puisque son successeur semble dire que justement il y a un âge auquel il faut savoir se retirer pour laisser la place aux plus jeunes. Plus sérieusement, je crois qu'il serait un peu cynique de dire que Laurent Gbagbo, et ça me permet de revenir sur la question de la libération provisoire, parce que on a tendance à faire le lien entre les deux, et on a refusé la libération provisoire. Ça veut dire que, en fait, c'est un maintien politique, parce que Mediapart a révélé que quand on l'a arrêté, il n'y avait pas encore de mandat. Il faut quand même se souvenir que la CPI est à La Haye, et ce n'est pas par hasard. Les Pays-Bas, lors de la Deuxième Guerre mondiale, avaient choisi la neutralité. Donc, on parle quand même de plus de 130 pays qui adhèrent au principe selon lequel certains crimes ne doivent pas rester impunis. Et je pense que ça, en tant que simple citoyen, si on n'est pas dans les grands de ce monde, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, et c'est quelque chose qu'il faut protéger. Maintenant, il faut que on voit effectivement la CPI à l'œuvre, en train de faire son travail. Elle va certainement céder des critiques
constructives que l'on fait et des réactions qui sont des réactions de révolte. Vous avez vu par exemple que le Burundi a décidé de se retirer par rapport à la manière dont elle mène ses affaires. Mais je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il ne faut pas confondre la garantie que M. Gbagbo présentait de ce qu'il allait revenir devant les juges pour faire face aux charges qui sont mises, comment dirais-je, les charges retenues contre lui et l'issue du procès. Ce que les juges expliquent, c'est qu'ils n'avaient pas le sentiment, et c'est une appréciation discrétionnaire, hein, que M. Gbagbo allait revenir ou qu'il garantissait qu'il était volontaire pour faire face aux charges. Maintenant, est-ce que ces charges sont solides? On l'a dit tout à l'heure. C'est à l'accusation de le démontrer. Si les juges de la CPI ont accepté la requête, parce que pour plaider l'acquittement, il faut déposer une requête en ce sens devant les juges. Si les magistrats ont accepté la requête en ce sens, c'est parce que ils constatent que jusqu'à présent, l'accusation n'a pas réussi à compléter son dossier sur l'ensemble des charges de manière satisfaisante. Donc, il faut quand même, pour la paix des communautés qui sont impliquées, continuer à croire en l'institution, même si les hommes qui l'incarnent ne sont pas parfaits. Justement, on va revenir aux autres. Est-ce que la libération de Laurent Gbagbo va permettre à la CPI de retrouver son capital sympathie dans les cœurs des Africains? Je ne sais pas si elle est là pour être sympathique. Peut-être que les Africains jettent un autre. Oui, pour tout la à fait. majorité, Et on a vu, regard. tout à fait. Bon, ils n'ont quand même pas tous suivi le Burundi, ce qui indique quand même que c'est une institution qui continue d'être regardée avec sérieux. Maintenant, libération, pas libération, pour moi, en tant qu'avocat, le débat n'est pas là. La question est de savoir comment est-ce que la CPI nous montre qu'elle administre la justice. Quelle que soit la conclusion à laquelle les juges parviendront, et en tant qu'avocat, vous comprendrez que j'ai une tendance acquise, pas naturelle, à m'incliner devant la décision des juges. Quelle que soit la décision, ce qui est important pour nous, c'est que les juges puissent nous montrer qu'ils ont fait leur travail avec conscience et sérieux. Pour moi, pour nous, c'est ça l'important, c'est ce qui va rester de bon de cette histoire qui, je le répète, reste une histoire tragique pour la Côte d'Ivoire. Voilà, Bamba Bengan. Moi, je vous rejoins. En fait, moi, je rejoins Gbagbo. Laurent Gbagbo, carrière politique, ça va continuer après sa libération? De toutes les manières, celui qui a remplacé Mugabe en Zimbabwe, il est en train de compétir. Et il a plus de 70 ans. Donc, 73 ans. Voilà, le président algérien a plus de 70 ans. Et lui, il est même couché depuis plusieurs années. Donc, les données ne sont pas les mêmes. Nous avons les pays en Afrique qui sont en train de chercher leur souveraineté. Et la Côte d'Ivoire sous Gbagbo était sur ce chemin-là. C'est pour cela que vous allez voir en Algérie, ils ne se plaignent pas. Et les pays de la ligne de front également, je parle de la Zimbabwe, Zambie et tout, ils ont leur manière. Comment l'armée est revenue républicaine? Comment les institutions, notamment l'Assemblée nationale, fonctionnent? Comment le parti au pouvoir fonctionne? Il y a j'allais dire, un socle qui a été mis, et c'est ce socle qu'on n'a pas voulu qu'il soit mis en Côte d'Ivoire. Voilà le problème. Donc, en fait, il ne fallait pas que M. Gbagbo ni son épouse ne soient en liberté en Côte d'Ivoire. Cela allait gêner le pouvoir Ouattara. Ça, voilà. On ne peut pas... Autre chose dont la libération de Laurent Gbagbo va permettre à la CPI d'être vue autrement par les Africains? Non. En fait, il y aura, on peut, j'allais dire, on va peut-être applaudir un peu, sourire un peu, mais on va dire non. Non, on va dire non. Et je pense qu'il faudrait même que lorsque Gbagbo, s'il est libéré, je le souhaite, qu'il se présente à l'élection présidentielle de 2020. Même si c'est pour faire un an. Okay. Justement parce que je pense qu'il pourrait donner le socle. Et pourrait peut-être également, et moi si je suis là, je vais lui donner ses conseils, de se retirer de la Cour pénale internationale. De ne pas traîner les Ouattara,
Guillaume Kebafori Soro, de les laisser tranquilles, mais de se retirer de la CPI et de continuer son chemin dans la marche vers la recherche de la souveraineté de son pays et du continent noir. Voilà, Wilfried Ekanga. Oui. CPI, libération de Gbagbo, un autre regard des Africains? Non, je rejoins ce que dit le Mbombok. Oui, sur le principe que, voilà, on voulait que la CPI libère Gbagbo, et donc oui, elle a libéré Gbagbo. Mais l'appréciation que la population a d'une cour, ça ne vient pas du fait qu'elle prenne des décisions en sa faveur ou non. Ça vient du fait qu'elle prenne des décisions justes. La Cour pénale internationale prend-elle des décisions justes? Je dirais non. Il y a certes la quasi-totalité des pays de l'Organisation des Nations Unies qui y ont adhéré. Bon, nonobstant certains grands pays comme les États-Unis, et heureusement que le Cameroun, moi je le dis, ne l'a pas ratifié, à l'instar des États-Unis, parce que le système international dominant nous a mis dans la tête que les crimes contre l'humanité, ce sont les crimes flagrants. Or, les véritables crimes contre l'humanité, c'est le soudoiement et la vassalisation de l'économie d'entités énormes sur un intervalle de temps très long. On voit l'Afrique francophone notamment embrigadée par le système néocolonialiste de la France. En fait, lorsqu'on élaborait les mécanismes du franc CFA, lorsqu'on les regarde dans les détails, l'incapacité à octroyer des crédits à un certain pourcentage du produit intérieur brut, la détermination par des émissaires français de la politique monétaire de ces pays, l'insistance sur les accords de partenariat économique qu'on nous a obligés à signer il y a quelques années, tous ces mécanismes qui embrigadent l'économie africaine et nous empêchent justement de manière productive d'accéder à l'émancipation économique à long terme, c'est une sorte aussi d'assassinat d'une population, d'assassinat économique d'une population sur le long terme. Et dans les faits, si la Côte d'Ivoire venait à se retirer, ce serait dans la continuité du Burundi, dans la continuité du Cameroun, mais ce n'est pas justement pour se dire on va être dans un monde sans foi ni loi, mais soit ces pays justement adhèrent à un modus operandi plus équilibré où les grands n'ont pas des traitements de faveur par rapport aux petits, soit justement une autre structure indépendante, peut-être partant d'Afrique, est mise sur pied, pourquoi pas. Ok, voilà, merci. Merci Wilfried Ekanga. On va donc s'arrêter là. Le grand rendez-vous, c'est le 1er octobre 2018. Voilà. Sur l'affaire Gbagbo. Ah, voilà. Je me disais aussi. non. On parlait de Gbagbo ce soir. Merci. L'affaire a commencé le 28 janvier 2016. Voilà. Si ça se termine là, et voilà. je pense que... On espère. Merci Michel Doki d'être venu. Merci pour cette invitation. Voilà. Merci Wilfried Ekanga. C'était un plaisir. Ouais. Merci Mbomor Bengan. Tout le plaisir. Toujours fidèle au rendez-vous. Absolument. Voilà, madame, monsieur, c'était Equinox Soir, rediffusion 23h GMT et minuit à Limbé. Tout de suite, Horizon Sport avec Eric Martial Dion. Bonsoir.